Merci, monsieur le directeur. Je dis à mon tour un mot sur l'événement de lundi soir. Nous sommes ici entre professionnels du patrimoine et nous avons tous éprouvé la même sidération devant le mur de flammes qui n'en finissait pas de s'échapper de Notre-Dame. Nous avons reçu de nombreux messages de comités nationaux d'ICOM, bien sûr de notre organisation mère. C'est la force de notre réseau, la solidarité, la mobilisation spontanée et immédiate. Tous les messages nous ont touchés, mais certains nous ont profondément émus. Je cite par exemple celui dit comme Haïti, pays lui-même si durement touché par les catastrophes. Je tiens à les remercier publiquement en votre nom à tous. Dans ce chagrin, une lueur de soulagement, le trésor de Notre-Dame est préservé. Ce sont des membres d'ICOM et nous les avons bien sûr immédiatement contactés. Nous sommes, plusieurs membres me l'ont rappelé, rassemblés ici, comme nous l'étions le 8 novembre dernier, quelques semaines après l'incendie du musée de Rio. Nous tenions alors un débat sur les risques. Ces sujets, nous choisissons de les aborder sous l'angle de la déontologie, et non pas pour promouvoir tel ou tel point de vue. Parce que c'est cela, notre déontologie. Savoir que le patrimoine est à tous les citoyens, il est universel, et on l'a vu hier comme après Rio, c'est le monde entier qui se sent amputé. Alors ce soir, nous parlons des réserves de nos musées. Voilà donc un sujet qui a retenu l'attention de nos membres et des élèves de l'INP à vous voir aussi nombreux dans cet amphi. De façon un peu provocante, on a intitulé ce débat « Les réserves sont-elles le cœur des musées ?» Évidemment, le cœur des musées bat dans nos expositions temporaires et permanentes et dans les nombreux événementiels qui les entourent, dont la variété et l'inventivité a explosé ces dernières années. Mais nous savons que cette créativité n'est possible que parce que nous pouvons choisir de mettre en valeur certains objets, certaines œuvres, d'en faire le récit et de les mettre en scène. Pendant ce temps, si j'ose dire, 80 à 90% des collections sont non exposées. Le sujet est d'une grande actualité, mais il est loin d'être neuf. J'ai extrait des actes du colloque Les réserves dans les musées de septembre 1994, tenu au Musée des Arts et Métiers, dont je suis issue, la citation suivante d'Annie Cobet, alors conservateur général, on dirait aujourd'hui conservatrice générale des antiquités orientales au Musée du Louvre. Elle disait « Je voudrais maintenant vous parler du problème que posent les collections et les réserves. Je dis bien les collections. Parce qu'il n'y a pas ni pour vous, ni pour nous deux questions. Il n'y en a qu'une, celle des collections. Les collections que l'on présente et celles que l'on ne peut pas présenter, mais que l'on essaie d'exploiter d'une autre manière. Je ne sais pas si c'est un phénomène général, mais en ce qui nous concerne, dit-elle, il existe chez le public un véritable mythe des réserves, mythe que j'ai déjà essayé de démythifier en présentant à l'Auditorium du Louvre une causerie il y a 3 ans, donc en 1991, que j'ai essayé, dit-elle, de rendre humoristique en l'intitulant « Ni trésor, ni débarras ». Trésor, c'est ce que croit le public, que nous avons des trésors dans nos réserves. Débarras, c'est ce que l'administration considère que nous avons. Vous l'avez lu dans notre texte d'invitation pour ce soir, notre propos aussi va droit au but. Pour les conservateurs, pour nos restaurateurs, régisseurs, ce qui se travaille dans les réserves est bien connu, mais pour les autres, c'est un mystère. S'il s'agit de trésors cachés, de quel droit, puisque ce sont des biens publics ? Aujourd'hui, ce sont les publics qui sont au centre de la politique muséale. Le public est roi, pourrait-on dire. Et il faut lui répondre. D'autant que cette interrogation, elle est aussi relayée par des médias, même parfois par des politiques qui se demandent de bonne foi pourquoi stocker tout ça. C'est du foncier, c'est anti-économique, la bonne gestion, c'est zéro stock, etc. Vous l'avez tous entendu. Le cœur du sujet leur échappe et c'est normal. Pourquoi acquérir, conserver, restaurer, si ce n'est pour montrer ? Pourquoi une loi rend-elle ces collectes inaliénables si ce n'est pour les partager ? À nous, professionnels de musée, de nous en expliquer. On le verra dès les premières interventions de ce soir, les arguments sont puissants, les questions ne sont pas nouvelles et elles sont universelles. Tous les musées du monde sont confrontés à la question des lieux et des conditions de conservation qui garantissent la sécurité des collections et optimisent le travail scientifique. Ce qui est nouveau, me semble-t-il, c'est de penser que la demande des publics d'y avoir accès est légitime, que conserver et donner à connaître, c'est compatible. Cette nouvelle donne a fait naître de nombreux projets et a, disons-le, révolutionné la conception de nos réserves, rendre les sites visibles et visitables, faire appel à des architectes, parfois de renom, pour concevoir des espaces techniquement innovants, sécurisés, accueillants, se mutualiser pour faire des économies d'échelle peut-être, mais surtout
pour démultiplier nos capacités. Ce soir, nos invités vont témoigner de la très grande inventivité dont font preuve les musées dans ce domaine. L'un des orateurs, là-bas, m'a demandé lors de la préparation « Qu'attendez-vous de ce débat ?» S'il fallait répondre d'un seul mot, cher Gaël, je dirais « convaincre ». Convaincre nos publics, mais aussi et surtout nos tutelles, en région les élus, en interne les équipes, qui parfois redoutent la mutualisation, l'externalisation. Peut-être en disant cela, je mets une touche un peu personnelle, mais c'est une touche d'expérience aussi, celle acquise au Musée des Arts et Métiers. Je mets 2 touches, plutôt. Une réussite et un échec. L'échec d'abord. Nous étions 10 musées, détenteurs de patrimoine scientifique et technique, à nous 10. Plus d'1 million d'euros annuels de location de réserve, pour certains hangars éloignés et mal gardés. 1 million par an, c'est 10 millions en 10 ans, bien investis, il y avait de quoi projeter. C'est Jacques Maigret, notre conservateur à l'heure, qui avait pensé une cité du patrimoine scientifique et technique, où nos réserves rassemblées formeraient un ensemble unique, peut-être même unique au monde, d'objets témoins des inventions techniques de tous les champs, depuis l'observation du ciel avec les objets des collections de l'Observatoire de Paris, en passant par les instruments de musique du Musée de la musique. Je salue Éric de Vicher qui est avec nous, et en passant par les cabinets de curiosité et tous les instruments scientifiques. Un projet de cité avec une aile pédagogique où élèves et visiteurs auraient côtoyé les professionnels en train de travailler. Peut-être y aurait-il pris goût, qui sait, des recrues pour l'Institut national du patrimoine. Même les compagnons du devoir s'y intéressaient, avec eux l'artisanat, des vitrines, du stockage, de l'éclairage, etc. Le lieu a été trouvé, une base aérienne en voie de désaffection, donnée par l'État à l'euro symbolique, bâti compris. On est allé très loin, puis un changement d'interlocuteurs locaux et d'un mot sec, 50 travail balayés. Je le dis, l'argent. Je disais convaincre. On apprend de ses échecs, mais surtout des succès, et je vais parler de l'invention des réserves visibles et visitables, parce que je crois que c'est le Musée des Arts et Métiers qui les a inventées. Cela remonte aussi à la période que je citais, du colloque de 91. Si Dominique Ferriot, elle n'est pas là, qu'il dirigeait à l'époque était moi, elle en parlera infiniment mieux que moi. Mais j'en dis un mot quand même. Il y avait 80 000 objets scientifiques et techniques dans le site historique du Conservatoire national des arts et métiers, déposés depuis la Révolution française par la volonté du génial Habit Grégoire. Toutes les machines nouvellement inventées ou perfectionnées étaient conservées en un même lieu afin qu'en soient copiés les bons modèles. C'était son rêve pour aider au progrès de l'industrie. Mais je vous laisse imaginer, après 200 ans de dépôt, 80 000 objets dans un même lieu, il n'y avait plus de place pour copier, ni même pour visiter. C'est à son tour le génie d'un ingénieur, Pierre Pigagnol, qui a convaincu dans son rapport scientifique, on dirait aujourd'hui son PSC, qu'il fallait choisir parmi ces objets ce qui serait des phares pour éclairer le visiteur au cœur du parcours de la mémoire de l'invention que l'on retrace, et déposer les autres dans une réserve. Mais attention, pas n'importe quelle réserve. Certes, elle pouvait être un peu distante de l'exposition. Notre réserve est à Saint-Denis, et nous sommes dans le 3e arrondissement, nous sommes nous-mêmes dans le 3e arrondissement à Paris, et je sais que cette idée d'externaliser les réserves n'a pas que des alliés. Donc il fallait un nouveau site de réserve, mais assorti de conditions tellement audacieuses et ambitieuses pour l'époque qu'elles ont emporté l'adhésion. Elle serait visitable. Un projet confié à un architecte, peut-être déjà était original, qui avait pour cahier des charges de permettre que, sans attenter à leur intégrité, ces collections soient accessibles à certains publics. Je disais convaincre. Je cite encore une chose, le directeur qui avait la tutelle des musées de l'éducation à cette époque-là a délivré en septembre 1994 aux participants du colloque un scoop. Il a dit « Vous ne le savez sans doute pas, j'ai signé voici peu une circulaire à tous les musées, leur disant que toute rénovation serait préalablement soumise à la construction de réserves visitables. » On est en 1994. Maintenant, si nous pensons que les réserves sont un peu le cœur des musées, ce soir, tous ensemble, à nous de jouer. Pour jouer à rendre aux réserves ce rôle de cœur de nos musées, on aura ce soir 3 séquences. Une première pour camper le paysage actuel qui sera animé par Véronique Miland. Une deuxième pour présenter les problématiques des réserves du Louvre-Lens et du Louvre à Liévin.
du MUSEM et du Victoria and Albert Museum, dans une approche qui fera une place importante à la question des publics et de la médiation. Et une troisième séquence sera consacrée à 2 sites en région, celui du musée de la Chartreuse de Douai et des musées de la ville de Strasbourg, au cours de laquelle seront notamment abordés les aspects de relations avec les collectivités territoriales. 8 intervenants très experts, 3 modérateurs dits comme francs, je les remercie. On espère tout aborder, mais gageons qu'en 3 heures, on ne pourra pas. Rôle ingrat qui sera le mien, je demanderai à chacun de respecter son temps de séquence et pour épargner aux modérateurs d'avoir l'œil rivé sur leur montre, je me mêlerai peut-être de rappeler le temps qui passe. La parole est à vous.